Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Aujourd'hui Bien dans son job, on parle d'Olesio, la première plateforme gratuite d'accès à la connaissance, à la formation et à l'emploi. Et c'est ludique, on en parle avec l'un des cofondateurs, Édouard Jomier, il est notre invité aujourd'hui. La pause café avec Fanny Griesmer, voyage en Europe et pas seulement d'ailleurs, à la rencontre du monde de travail. Ça se passe comment dans les autres pays? On y reviendra avec Fanny à l'occasion de cette pause café. Le cercle RH, notre débat quotidien, on va s'intéresser aux indépendants. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir choisi ce mode de vie, j'allais dire de fonctionnement. Ils ne sont pas salariés. Pourquoi ce choix professionnel? On y reviendra justement avec les créateurs d'une mini-série qui donne la parole justement à ces travailleurs indépendants. Et pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, l'industrie recrute ou cherche à recruter. On en parlera avec Bruno Berthet, le président du groupe des industries métallurgiques. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa formation aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est souvent un maquis, un dédale pour celui qui cherche une formation et qui galère parce qu'on ne sait pas quoi chercher, où chercher. On en parle avec Édouard Jomier, justement. Vous êtes le cofondateur d'Olesio, qui est une jeune start-up créée il y a quoi, quelques mois? Créée il y a 7 mois. 7 mois, donc un jeune bébé. Je précise que dans vos histoires avec Sébastien Lévy-Prudent et vous avez cofondé cette plateforme. On va en parler. Vous avez une longue histoire dans l'emploi, les RH. C'est un domaine que vous connaissez bien. Oui, effectivement, c'est un domaine dans lequel on a travaillé 15 ans, dans lequel on a eu la chance d'accompagner la diversité des acteurs qui travaillent sur l'orientation, qui travaillent sur la formation, qui travaillent sur l'accompagnement vers l'emploi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un phénoménal besoin de formation. On a des enjeux de transition énergétique, transition environnementale qu'il faut accompagner. On a à côté aussi des jeunes qui se cherchent. On a 1 million de personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, qu'il faut accompagner, les NEET. Et à côté de ça, on a beaucoup d'entreprises, vous en parlez souvent, qui cherchent à recruter, qui ont du mal à recruter. Et qui galèrent. En ce moment, c'est un vrai sujet. Donc l'objectif, c'est d'aller ouvrir les portes vers la formation et vers l'information sur les métiers. Alors, pour être extrêmement concret, on reviendra évidemment sur l'accès à cette plateforme. Elle existe, elle est concrète, on peut aller la voir. D'abord, l'idée, c'est quoi? Vous avez inventé un mot. Il faut que ça soit ludique, parce qu'avant, c'était des catalogues papier, puis des listes très fastidieuses sur Internet. On ne sait pas à quoi ça correspond. Vous avez dit, on va dépoussiérer tout ça. Alors, le barbarisme que j'utilise, c'est distracto-pédagogique. J'adore. On a une approche distracto-pédagogique et on s'appuie sur les codes des plateformes grand public. Vous allez voir olesio.fr, ça ressemble à YouTube, ça ressemble à Netflix. Avec les codes graphiques, avec tout ça. Graphiques, et on n'a absolument pas honte de le dire, on a repris ces codes de manière à ce que n'importe qui, quand il se connecte, il sait comment ça marche. Et derrière, on a agrégé une multitude de contenus distracto-pédagogiques. Si je prends un exemple, on a un contenu sur le hacking par Micode, qui est un YouTuber qui a 1 million de followers, et il présente le hacking. Il donne envie. En dessous, on va lui recommander des formations à notre utilisateur sur la cybersécurité. Derrière, il peut aller se former à ça. On va aussi lui présenter des métiers liés à la cybersécurité et éventuellement l'orienter. Qui recrute beaucoup en ce moment. Voilà, on va l'orienter aussi vers, s'il est à Rennes, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, qui recrute en ce moment beaucoup. Et donc, on va lui dire, il y a l'ANSSI qui recrute près de chez vous. Donc, vous avez la formation, vous avez le métier. On vous a ouvert les portes, on vous informe aussi sur les financements, etc. Alors, il y a un marché, vous évoquiez les NEET, c'est-à-dire ces jeunes qui sont un peu nulle part. Et puis, il y a un autre marché qui est un vivier incroyable, c'est 49% des actifs, on va voir le chiffre, ont déjà envisagé, initié ou réalisé une reconversion professionnelle qui va dans la grande théorie qu'on n'aura pas eu un seul métier dans notre carrière, mais 2, 3, voire 4. Ça, ce sont des personnes qui sont vos cibles, en fait. Oui, alors tout à fait. En plus, c'est une tendance qui s'accélère. Je pense que la crise sanitaire qu'on vit actuellement provoque aussi beaucoup de questionnements, donc ça va continuer à s'accélérer. Et donc, un actif sur 2 qui veut se reconvertir, c'est un actif sur 2 sur lequel il faut mettre en place un dispositif d'accompagnement et de formation. Il y a aujourd'hui un dispositif que l'État a créé qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, qui fonctionne bien, mais qui peut aller plus loin. Donc nous aussi, on veut travailler avec ces acteurs-là pour être un outil complémentaire à leur
actions d'accompagnement physique. Pour être très honnête, on en a très peu parlé de ce conseil en orientation professionnelle. C'est quoi? Enfin, il sort d'où ce conseil? Alors, c'est un droit pour tous les actifs d'aller voir des organisations qui sont agrémentées par l'État et qui vont accompagner un projet de reconversion ou un projet d'évolution professionnelle. C'est qui? C'est gratuit. C'est gratuit. Ils vont voir qui alors concrètement? Ils vont voir, l'APEC est un délégataire par exemple de cette obligation, de ce droit, et il y a 4 grosses organisations agrémentées en France. Alors vous l'enjeu de votre business, parce que je veux dire cette plateforme c'est une entreprise, il a fallu la créer, créer la tech, son graphisme, la faire sortir de terre. Un mot quand même sur BVA qui vous accompagne, qui est une grosse agence qui vous soutient, qui vous accompagne. Ça vous a été utile en quoi BVA? Alors, en fait, on a fait une très belle rencontre. Pour démarrer Olesio, on fait du conseil et on a commencé à collaborer avec BVA. On a fait une très très belle rencontre. On partage beaucoup de valeurs communes et une ambition sur le développement de l'employabilité au sens large. Et donc BVA nous a proposé de nous aider à structurer notre approche, nous a aidé à identifier quelles sont nos cibles. On a fait des tests utilisateurs. Après, on a aussi travaillé sur un certain nombre d'actions de notoriété. Donc, on a un très beau partenariat avec BVA qui nous aide et on ne serait pas là où on est aujourd'hui sans BVA. Concrètement, vous avez besoin de vous faire connaître. Alors, vous venez sur notre plateau et on est très honorés, mais comment ça se passe au niveau des institutions, celles qu'on connaît, qui sont identifiées? Vous avez évoqué l'APEC, il y a Pôle emploi. Ils envoient, ils flèchent en disant aux jeunes ou aux pas jeunes d'ailleurs, allez donc sur Olesio, peut-être que ça peut vous intéresser, ça peut vous donner envie. On est en plein dans ces démarches-là actuellement. On est en train de voir tous ces acteurs, tout cet écosystème. Les retours qu'on a sont très positifs. On a un premier accord de principe qui va se concrétiser par un partenariat et par des actions concrètes. Avec, on peut le dire ou pas? Non, on ne peut pas encore le dire. Oui, voilà, je chantais. Vous êtes arrivé trop tôt en fait sur le plateau. Mais c'est un acteur qui est vraiment dans cette action. Et, la démarche de faire connaître, de faire savoir. Exactement. Et qui cherche des outils complémentaires, en plus des rendez-vous qu'il peut avoir avec des publics bénéficiaires. Donc, on est en train d'élargir ce réseau de prescripteurs potentiels. Donc vous êtes en ce moment, on ne recherche pas de prospects, mais de relais qui permettront de pouvoir donner, qui puissent transmettre l'adresse olesio.fr. Voilà. C'est bien ça? Et on veut leur démontrer qu'on est un outil complémentaire à leur action. Entre 2 rendez-vous, il ne faut pas laisser seul le bénéficiaire. Il peut continuer à mûrir son projet, il peut trouver des métiers, ou en tout cas se renseigner sur des métiers, il peut trouver des formations. Charge après au conseiller de trouver comment est-ce qu'on peut mettre en place cette formation. Alors, Édouard, juste une question. Vous évoquiez tout à l'heure ces vignettes distracto-pédagogiques, parce que c'est un nouveau mot, faut que je m'y habitue. Distracto-pédagogique, j'y vais, je trouve ça sympa, je découvre ce qu'est le hacking, pour reprendre votre exemple. Est-ce qu'en bas, je peux aller jusqu'à cliquer pour quasiment acheter la formation? Vous pouvez cliquer pour vous inscrire, ça vous oriente immédiatement sur le site de l'organisme de formation, ou alors vous avez un bouton « Me faire rappeler par l'organisme de formation ». Et ce qu'il faut rajouter, c'est que tout ça fonctionne sur une intelligence artificielle qui va, en fonction de l'utilisation de la plateforme, des centres d'intérêt, personnaliser les recommandations à la fois de contenu distracto-pédagogique, mais aussi de formation et également de métier. Donc vous nous dites la face caméra, même si vous ne nous dévoilez pas encore l'institution qui vient de signer. Toutes les entreprises de formation, les grands groupes de formation ont tout intérêt à venir apporter... Il y a deux acteurs majeurs qui sont sur la plateforme et donc c'est gratuit et libre pour tous les organismes de formation. Ouais, justement, avant de nous quitter, on est bien d'accord que les jeunes et les moins jeunes, c'est gratuit. On se renseigne, j'imagine qu'on se connecte, on met quelques données personnelles, nom, prénom, âge éventuellement. Et 3 centres d'intérêt pour orienter justement les contenus qui seront proposés. Et ensuite, en avant. Totalement gratuit. En avant dans Olesio. La prospective, là, c'est quoi? C'est quoi les 6 mois qui vous attendent? Les 6 mois, c'est de proposer un catalogue de formation encore plus enrichi, exhaustif en thématique, avec les modalités distancielles, les modalités présentielles, les différents niveaux visés, et arriver à 100 000 utilisateurs réguliers de la plateforme. 100 000 utilisateurs, là on est au tout début, vous êtes à combien? 20 000? Là on est non, même pas, on est à 1500 visiteurs, on n'a pas poussé les feux sur ce volet-là, on attend d'être suffisamment riche sur les formations, sur les métiers. Pour accélérer ensuite. Voilà, exactement. C'est juste à titre personnel, c'est une aventure humaine passionnante, vous qui avez fait du conseil, donc c'est un autre univers. C'est quoi de devenir entrepreneur? Qu'est-ce que ça change dans votre vie?
ça change tout et en même temps pas grand-chose. C'est un rêve que j'avais depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à travailler. J'étais chez Poeo, créé par Charles Becvedel. Bien sûr. C'était une toute petite structure. L'électricité, on vendait l'électricité. Exactement, mais c'était une start-up. Et donc, on est un certain nombre de Poeo derrière à avoir été attirés par cet aspect entrepreneurial. Donc voilà, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps et qui se concrétise aujourd'hui. Un bébé Poeo devenu entrepreneur et cofondateur d'Olesio, donc cette plateforme qui existe, vous pouvez déjà la consulter, vous inscrire et commencer à naviguer sur ce site distracto-pédagogique. Ça y est, vous voyez, je maîtrise votre expression. Vous l'avez fait rentrer dans le cerveau. Merci Édouard de nous avoir rendu visite. Peut-être que vous reviendrez quand vous aurez atteint les 100 000, que Olesio aura décollé véritablement. Bon vent pour la suite de cette bataille, parce que c'est une vraie bataille. Merci d'être venu nous rendre visite, Édouard. On fait une courte pause, la pause café, ça arrive aussi dans les startups. On fait aussi des pauses café. On va la faire avec Fanny Griesmer. On va partir un petit peu en Europe, mais pas seulement aux États-Unis, à la rencontre du monde du travail, du quotidien des salariés. Ça se passe comment ailleurs? Tiens, c'est la question qu'on va se poser avec Fanny. La pause café avec Fanny Griesmer. On ne reste pas en France, Fanny, aujourd'hui, on voyage. Oui, on voyage au pays du travail. Totalement. On commence par quel pays? Le Royaume-Uni? Exactement. Et oui. Où des femmes discriminées à cause de leur ménopause poursuivent leur employeur en justice. Alors, le phénomène n'est pas nouveau, mais il prendrait de l'ampleur ces derniers mois. Selon le quotidien britannique The Guardian, de plus en plus de femmes poursuivent leur employeur en justice en dénonçant des discriminations, du harcèlement ayant conduit à un licenciement abusif, et cela en raison des symptômes, des manifestations gênantes sur le lieu de travail liées à la ménopause. Et c'est inédit au Royaume-Uni. 5 affaires liées à la ménopause ont été jugées devant l'équivalent de nos prud'hommes en 2018, 6 en 2019, 16 en 2020, et il y en a déjà eu 10 au cours du premier semestre 2021. Alors, quand on parle de manifestations gênantes, il convient de rappeler que la ménopause est un cap difficile à passer pour de nombreuses femmes, car les symptômes sont nombreux, parfois handicapants: bouffées de chaleur, rougeur au visage, au cou, sueur, frissons quand ce ne sont pas des insomnies, des maux de tête, une humeur irritable, de la fatigue, beaucoup de fatigue, des difficultés à se concentrer, perte de mémoire, douleurs articulaires. Bon, vous l'aurez compris, c'est compliqué de vivre le quotidien au bureau, surtout qu'aujourd'hui, la majorité des femmes sont professionnellement actives au moment de la ménopause. Donc, c'est très compliqué de vivre ce cap et de mener en même temps une vie professionnelle. Et le sujet reste tabou en entreprise. Voire une source d'embarras, même au-delà, une menace pour de nombreuses femmes qui préfèrent alors subir ces maux en silence. Peut-être aussi parce que la ménopause, ça marque une chose: l'entrée dans la catégorie des seniors. Et oui, il n'en reste pas moins que ces bouleversements impactent largement la vie professionnelle des quinquagénaires. Les chiffres, vous allez le voir, ont de quoi donner le vertige. Selon une étude menée au Royaume-Uni, le pays perdrait 14 millions de journées de travail par an en raison de la ménopause. 30% des actifs concernés se mettraient en arrêt maladie chaque année à cause des symptômes de la ménopause. Pire, une femme sur 4 en ménopause envisagerait de quitter son emploi. Alors, le sujet est pris très au sérieux au Royaume-Uni. Une commission parlementaire dédiée a été lancée l'été dernier sur le sujet. Une enquête pour vérifier si les lois, mais aussi les pratiques d'entreprise soutiennent les femmes durant leur ménopause. Une loi qui imposerait peut-être aux employeurs d'adopter une politique sur la question. Ces dernières années, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas attendu la loi pour se pencher sur la question et ont pris déjà des mesures pionnières en la matière. La chaîne de télé Channel 4 qui s'est engagée à soutenir ces femmes. Parmi les mesures, on a par exemple la possibilité d'aller travailler dans un espace plus frais, des horaires flexibles, ou bien encore la possibilité de poser des congés sans avoir peur de se faire discriminer par leur employeur. Très bonne action de cette chaîne. On continue, on revient en Europe avec le Portugal. Et on parle d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, le télétravail. Le travail à distance. Qui reste d'actualité à la faveur de la pandémie. Le Parlement portugais a adopté début novembre une loi pour tenter de contrer, je cite, la culture de la disponibilité permanente et garantir donc le droit à la déconnexion pour tous. Une déconnexion que le télétravail semble avoir mise à mal ces derniers mois. Le principe n'a pas été retenu en tant que tel. En revanche, les employeurs portugais ont désormais l'interdiction formelle de contacter leur employé
après leurs heures de travail, donc durant leur temps de repos. Exit donc les mails, les SMS, les appels, sauf en cas de force majeure. Enfreindre cette règle expose donc les employeurs à une amende qui peut s'élever jusqu'à 9 690 €. Oui, cette infraction est considérée comme grave. Mais attention, la nouvelle règle ne s'applique pas seulement aux télétravailleurs, mais à tous les travailleurs de toutes les entreprises d'au moins 10 salariés. Et ça ne s'arrête pas là. Non, alors ça va beaucoup plus loin. Oui. Il y a d'autres mesures destinées à faciliter le travail à la maison. Parmi elles, on retiendra par exemple la prise en charge des factures d'électricité et Internet des salariés en télétravail, ou encore l'obligation d'organiser des réunions en présentiel au moins tous les 2 mois. L'objectif, bien sûr, c'est de lutter contre l'isolement des personnes qui travaillent à la maison. Puis il y a aussi ce droit automatique qui est offert aux parents d'enfants de moins de 8 ans, le droit de travailler depuis chez eux sans demander l'autorisation préalable à leur employeur. Alors, on retraverse l'Atlantique, on va aux États-Unis. Là, c'est un rapport au télétravail, mais c'est intéressant, on en avait parlé, je crois, sur un débat. C'est le télétravail. Et on fait quelque chose à côté, on bosse à côté. Et on bosse à côté. On multiplie au final les temps pleins. C'est vrai que le télétravail offre davantage de flexibilité, notamment d'un point de vue organisationnel. Certains salariés ne sont jamais revenus au bureau aux États-Unis. Un full remote donc à la maison, mené à l'abri des regards, notamment celui de son employeur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut travailler potentiellement pour un autre employeur en parallèle, mener en quelque sorte une double vie professionnelle sans que l'un et l'autre employeur ne soient au courant. Choix courageux, motivé bien évidemment par la possibilité d'avoir un salaire qu'on double à la fin du mois. Je dis bien courageux parce que finalement sur le papier, si la technique semble assez judicieuse, voire lucrative, dans les faits c'est surtout beaucoup de stress. Il s'agit de réussir à croiser les agendas, de jongler entre les différentes tâches, les appels aussi parfois de leurs différents patrons, et cela sans se faire démasquer. Alors rassurez-vous, la plupart de ces slasheurs nouvelle génération n'ont pas besoin de travailler jour et nuit pour venir à bout de leur charge de travail. Beaucoup se sont aperçus finalement qu'ils n'avaient pas besoin de 40 heures pour abattre tout leur travail. Ils n'ambitionnent pas non plus de devenir des employés modèles. Le procédé aurait surtout beaucoup de succès dans certains secteurs, celui notamment de la tech, de la banque ou de l'assurance. Donc il ne s'agit pas de se dédoubler pour essayer de joindre les deux bouts. C'est légal aux États-Unis ? Parce qu'en France, c'est un débat. Alors elle n'est pas totalement interdite, je m'explique. Il n'y a pas de loi qui limite le temps de travail aux États-Unis, contrairement à la France où je vous rappelle que c'est 48 heures le maximum. En revanche, il peut se poser des problèmes d'ordre plutôt contractuel, notamment les clauses de confidentialité. Et là, si vous faites démasquer, effectivement, ça peut entraîner un licenciement, en tout cas si le poteau rose est découvert par l'un ou l'autre de vos employeurs. Alors, pour s'en prémunir, il est conseillé de ruser. Et pour ça, il y a des sites internet qui ont vu le jour aux États-Unis où l'on vous donne des trucs et des astuces pour que ça passe sans aucun souci. Parmi ces astuces, comment gérer son profil LinkedIn ? Oui, quand on occupe 2 emplois alors qu'on est censé en avoir qu'un seul. Comment décliner aussi poliment les demandes de ses collègues ? Décliner aussi potentiellement une réunion qui se calerait au moment où vous avez déjà une réunion pour l'autre employeur. C'est embêtant. Tout aussi pratique et utile, si vous n'y pensez pas, avoir 2 ordinateurs portables, l'un pour chacun de vos employeurs, et puis aussi des couleurs différentes dans les agendas pour éviter de se mélanger les pinceaux. Le Japon, toujours en avance sur le robot. On en a d'ailleurs parlé hier du Japon. Non, on va en parler surtout lundi, je crois. On en parlera lundi. Oui, mais c'est les émissions. Mais effectivement, alors là, ça tue votre chronique, en fait, parce qu'on va finir par avoir un robot pour faire la pause café. Peut-être bien, qui sera bien meilleur que moi, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ou alors que mais c'est tragique. À distance, et c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est vrai qu'on se pose tous la question, est-ce qu'un jour, un robot va me remplacer ? Au Japon, et plus précisément à Tokyo, dans le café
Dawn. Eh bien, ces machines intelligentes ne remplacent pas les humains, non. Elles favorisent le lien en offrant un emploi à des personnes malades ou en situation de handicap. À distance, eh bien, souvent d'ailleurs depuis chez eux, ces employés contrôlent leur alter ego robotique grâce à une télécommande. Nous allons les voir, ces petits robots, ils sont très mignons, des robots serveurs, oui, puisqu'on est dans un café. Ils mesurent 1,20 m de hauteur, ils peuvent gérer l'accueil des clients, la réception des commandes, mais également le service et le débarrassage. Summum de la technologie, ils sont personnalisés, vous allez voir, ils ont un petit, comment on appelle ça, une petite carte d'identité là, autour du cou, ouais. Voilà, si les robots ont un cou, personnalisé, et en plus ils disposent d'une caméra et d'un micro, ce qui permet à la personne qui est chez elle de pouvoir interagir directement avec le client, directement. Moi je vois un petit foulard, Fanny. Oui, voilà, peut-être personnalisé. Ouais, ils sont assez élégants. On va mettre une perruque blonde peut-être sur un robot. Pourquoi pas, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. En tout cas, le dispositif a été expérimenté en 2018, ça fait quand même 3 ans, mis en place pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était l'été dernier. L'occasion bien sûr d'attirer événement international, l'occasion d'attirer l'attention sur les progrès du Japon en matière d'inclusion et d'accessibilité. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis, ces robots ont investi d'autres lieux, notamment des grands magasins, des stations dans les transports en commun, les bureaux aussi des entreprises à travers le Japon. Et là, le Japon qui tente, tant bien que mal, comme en France aussi, de lutter contre une chose, la pénurie de main-d'œuvre. Merci Fanny. Vive les humains. Et oui, et les robots aussi. Et pour faire des chroniques, ça sera lundi, en effet, l'émission sur les robots. Merci d'être venu nous rendre visite pour ce petit tour d'Europe et des États-Unis. On fait une courte pause, on s'intéresse aux travailleurs indépendants. Ce ne sont pas des salariés, ils n'ont pas le même statut, ils ont choisi la liberté, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. C'est compliqué le statut d'indépendant parce qu'il faut évidemment financer sa protection sociale. C'est un sujet, on en parle avec, justement, devinez quoi, avec des travailleurs indépendants. Ils en ont fait des petites séries, des mini-films. On les accueille. Le cercle RH, notre débat, on parle des indépendants. Vous êtes peut-être indépendant ou vous avez envie de devenir indépendant. Vous êtes salarié et vous avez la tentation de Venise, ras-le-bol, d'être dans une entreprise le matin, le soir. Vous voulez retrouver une forme de liberté. Devenez donc indépendant. On va en parler parce qu'il y a le côté positif de l'indépendance. La liberté, je viens de l'évoquer, l'idée de choisir ses clients, de travailler avec des gens avec qui on a envie de bosser. Et puis, il y a évidemment l'envers du décor, on va en parler, parce qu'il faut assurer sa protection sociale, il faut faire sa compta, bref, il faut tout faire en même temps. Donc, c'est évidemment parfois un peu compliqué à gérer. On en parle avec, devinez quoi, des indépendants. 4 invités sont avec moi. Samuel Durand, bonjour. Je suis ravi de vous revoir, Samuel, parce que vous étiez venu nous présenter votre film tout autour du monde, Working Progress, sur les différentes manières de travailler, les manières disruptives de travailler. Ouais. Vous êtes auteur, producteur, consultant sur le futur du travail, et puis vous préparez un documentaire un peu sur le même mode finalement, tour du monde, mais sur les salariés cette fois-ci, ceux qui ont signé un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas des... de la série. Et vous êtes donc bien un indépendant. Je suis indépendant. Vous direz toute la vérité sur ce métier. Alexis Minchella, merci d'être avec nous. Vous aussi travailleur indépendant, très engagé sur ce sujet parce que vous avez, un podcast Tribu Indé, c'est le média des indépendants. Donc vous les informez, vous vous amusez, c'est assez ludique. Pédago-distractif, comme nous a dit l'invité qui est arrivé au début de notre émission. Et ce livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, édition Erol, construire son offre, mieux vendre et s'épanouir au quotidien. C'est intéressant de mettre s'épanouir parce que parfois on part la fleur au fusil. Et puis, on est un peu douché parce qu'on se dit qu'on bosse beaucoup plus que quand on était salarié, que c'est fatigant, qu'on gagne presque un peu moins, qu'on n'a pas le 13e mois, j'en passe, et des meilleurs. Jean-Philippe Maille, merci d'être avec nous, président de K-Vox. Vous étiez animateur radio, salarié peut-être ? Oui. Absolument. Et puis, vous avez fait le choix de l'indépendance pour devenir consultant, coach pour des formateurs. On va savoir dans un instant si vous vous y retrouvez et si vous êtes heureux. En tout cas, vous vous êtes exprimés tous les deux avec Victoria Debarge. Bonjour Victoria, rédactrice web B2B. On écrit des articles, du contenu pour des entreprises. Exactement. Et vous témoignez, vous faites partie de ceux qui témoignent dans les séries. Ce sont des mini-séries très bien réalisées, comme vous le faites si bien d'ailleurs, parce que vos films sont toujours de bonne qualité sur le plan de la réalisation. C'est la même équipe.
c'est la même équipe, c'est réussi. Un court extrait justement sur la variété aussi des métiers, parce qu'on est toujours sur les métiers du web, mais pas seulement. Un court extrait de cette mini-série, puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Victoria, j'ai 26 ans, je suis freelance depuis quasiment 2 ans et mon métier c'est d'écrire des contenus pour des entreprises. Je suis donc rédactrice web. Je m'appelle Jean-Philippe Magne, j'ai 50 ans, je vis à côté de Bordeaux depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'étais animateur pendant près de 25 ans. Je m'appelle Mathilde Guégan, aka Loun, j'ai 42 ans, j'habite à Paris, j'ai 2 enfants et demi et je suis une artiste. Ça fait 5 ans que je travaille dans le dessin, la peinture, la musique, l'écriture. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. Je me suis lancée en septembre 2020. Je suis couteau suisse du marketing et du digital. En fait, je m'occupe un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, communication digitale pour différentes entreprises et tout ça. Enfin, voilà, je touche un peu à tout et je ne veux pas être rangée dans une case. C'était mon principal attrait à me lancer à mon compte, de tout faire en fait. Je m'appelle Nicolas Millet, j'ai 24 ans. Je suis infographiste 3D en architecture. On dit aussi perspectiviste. Et je suis freelance depuis maintenant 2 ans. Je suis Floriane, je suis kiné depuis 2005, prof de pilates depuis 2010. J'exerce sur Marc-en-Barœul à côté de Lille. J'ai 37 ans et 2 enfants. Ouais, Samuel, on voit cette diversité des métiers, parce qu'il y a le pilate, il y a le côté plaisir, il y a le classique, le contenu rédactionnel. C'est quoi? C'est une ode aux travailleurs indépendants. Ces films-là, ça donne envie, quand on les regarde, c'est vrai que ça donne envie d'y aller. C'était l'idée de se dire, avec Alexis, on avait envie de montrer toute la diversité et de montrer qu'il n'y a pas que les freelances, les indépendants, c'est un tas de métiers, c'est 3 millions de personnes en France, et c'est des métiers aussi variés, effectivement, que perspectivistes, que dans la santé, kiné, pilates, et puis des métiers qu'on a l'habitude de voir sur du graphisme, du développement web, sur beaucoup plus digital. Dans votre livre, et vous avez collaboré évidemment à la réalisation des séries, qui sont vraiment très bien faites et très intelligentes, mais vous mettez dans votre livre quand même l'idée, et je donnerai la parole à ceux qui ont joué le jeu, qu'il faut quand même, pour s'épanouir, vous y mettez pour s'épanouir, ce qui implique le fait quand même qu'il ne faut pas jeter comme ça tête baissée, qu'il faut quand même un peu préparer le projet, on est d'accord? Complètement, et j'insistais sur l'épanouissement, et c'était important pour moi que ça soit en sous-titre du livre. Ah oui. C'était un fil rouge aussi de la série, c'est qu'on peut vite oublier de s'épanouir et de prendre plaisir aussi dans cette nouvelle forme de travail qui est pour une grande majorité choisie. Donc partir d'un modèle plus classique de salariat pour partir vers l'indépendance et retomber dans les travers qu'on pouvait avoir avant, c'est quand même dommage, sachant que c'est quelque chose là qu'on a pleinement choisi et sur lequel on a beaucoup de maîtrise. Jean-Philippe Magne, je ne veux pas vous exclure parce que je fais partie de votre génération, donc on fait plutôt partie de ceux qui ont plus de 40 ans autour de cette table. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis le doyen de la série. Peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, vous avez fait le choix de passer du salariat à l'indépendance. Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce qu'il y a ceux qui, dès le départ, après leurs études, disent « je ne serai jamais salarié parce que je veux être indépendant », il y a une forme d'éthique, philosophie de vie, parce qu'ils veulent être libres. Mais vous, vous avez connu ce monde du salariat et vous avez basculé. Alors, j'ai fait ma carrière dans la radio, et dans la radio, les gens ne le savent peut-être pas, mais souvent dans la FM, en tout cas, on signe des contrats tous les ans. Contrat de grille, comme on les appelle. Voilà, donc déjà, la précarité, finalement, on vit avec. Et puis, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps que j'étais salarié, j'avais aussi une activité déjà d'indépendant, parce que je travaillais pour une web radio hebdomadaire. Et puis, je commençais à donner quelques cours dans une école de commerce. Donc, en fait, j'étais un peu des deux côtés. Et puis, tiraillé, quoi. Voilà, au bout d'un moment, ça prenait bien en termes d'indépendant. Et puis, la radio commençait un peu à me lasser, en tout cas la façon dont je le faisais. Et puis, j'ai franchi le pas, mais avec déjà quand même un petit matelas. Voilà, je ne suis pas parti à l'aventure du jour au lendemain sans... Et avec une transition, parce que vous meniez de front, finalement, une activité d'indépendant en parallèle de votre contrat de salarié. Donc vous avez fait une bascule en douceur. En douceur, et j'ai appris aussi quand même de nouvelles compétences. Maintenant, j'anime des séminaires, ce que je n'avais pas fait. Je ne savais pas du tout ce qu'était ce métier avant. Donc ça m'a permis aussi de me remettre dans l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré, parce que je suis curieux de beaucoup de choses. Et ça m'a passionné d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. D'ailleurs, en creux, vous nous dites finalement que quand on est salarié, on peut aussi, pas toujours, mais aussi s'endormir sur ses lauriers, avoir une forme d'habitude, un peu d'usure du poste, qui fait qu'on ne se remet pas en question. Victoria, génération des moins de 40 ans, faites partie de l'incarnation de ces jeunes indépendants autour de la table. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Je ne donnerai pas votre âge, évidemment. Vous avez fait le choix dès le départ de l'indépendance par rapport au métier que vous exercez aujourd'hui?
Alors non, j'ai commencé par une période de salariat, donc qui était relativement courte, mais j'ai fait 2 ans de salariat en cumulant finalement les contrats pro, le CDD, le premier CDI, dans lequel 3 entreprises en tant que salarié dans lesquelles je me suis épanouie. Et puis à l'issue de ces Pour se faire la main? Un petit peu pour se faire la main, je pense, mais j'étais pas prédestinée au monde du freelancing. Un jour, j'ai dit, je suis curieuse de faire plus, pour plus de clients. Voilà, je faisais la même chose que ce que je fais aujourd'hui, mais en tant que salarié. Et je me suis dit, le désir de la liberté, finalement, c'est ça qui m'attire. Sans vous nous dévoiliez votre salaire sur le plateau, c'est très tabou en France, mais vous vous y retrouvez financièrement ou pas par rapport à avant pour tous les deux? Oui, moi c'est ce que je raconte dans la série, c'est que je m'étais donné 1 an finalement c'était mon petit challenge pour gagner un niveau de salaire qui était égal ou évidemment supérieur à ce que je gagnais en tant que salarié. Et au bout d'1 an, finalement le jackpot s'était atteint comme objectif. Donc aujourd'hui, je m'y retrouve. Vous dépassez aujourd'hui le salaire que vous aviez comme salarié. Tout à fait. Et avec la liberté dont on va parler dans quelques instants, qui est la clé, vous vous y retrouvez ou pas? Je parle financièrement, on parlera de la liberté ensuite. Pas encore tout à fait. Clairement, j'ai pas fait x2 ou x3 du jour au lendemain, mais je suis sur une trajectoire intéressante. Un court extrait sur la notion de liberté. Rentrons dans le vif du sujet, parce que un des éléments, j'ai évoqué l'aspect financier, mais beaucoup disent, mais non, c'est pas le financier qui nous intéresse, nous, c'est la notion de liberté. Écoutez cet extrait, toujours tiré de votre série, Alexis et Samuel, et puis on va parler de cette notion de liberté. La seule valeur, c'est ça, c'est la liberté. Ça a toujours été la liberté. Voilà, je voulais avoir mon propre fonctionnement, mes propres stratégies, ma propre liberté d'action. La valeur la plus importante en tant qu'indépendant, c'est de pouvoir faire ses propres choix sur tous les points. C'est vraiment d'être seul maître à bord et de pouvoir contrôler entièrement son activité. C'est hyper compliqué la liberté parce que oui, tu as tout le choix des possibles. Moi, je suis tellement attirée par plein de trucs qu'il y a un moment donné, je tombe dans un tourbillon de là j'ai envie de tester ça, je fais ci, je fais ça. Et après, je me retourne, je fais oh là, calme-toi Léa, là ça fait trop d'un coup. Si tu as des choix, une infinie possibilité, tu peux te retrouver un petit peu perdu face à cette immensité, quoi. Samuel, la liberté, c'est une vision philosophique, ça fait parfois peur aussi aux citoyens. La liberté, on ne sait pas trop quoi en faire. Et paradoxalement, c'est l'argument qui est mis en avant par les indépendants. Moi, je cherche la liberté. Parce qu'il y a autant de liberté qu'il y a d'indépendants, à mon avis. Il y a la liberté de se lever le matin pour les clients qu'on a choisi d'avoir, pour les projets qu'on a sélectionnés, pour le lieu de travail, pour le temps de travail. Et donc, chacun va prendre ce qu'il a envie de prendre dans la liberté. Mais après, dans la série, on voit aussi que ça peut se retourner contre soi. Si jamais on est tellement libre. Après, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un pattern, je crois que tu partages aussi, c'est que les indépendants, ils ont tous une forme de rigueur qui est presque des tocs, quoi. Les indépendants sont quand même très millimétrés, arrivent à même si tu emploi du temps. Tu veux, en vrai, tu travailles quand même sur des horaires qui sont assez standards, parce que je connais peu d'indépendants qui en fait mettent le réveil à 2h du matin pour commencer à bosser, quoi, et qui font n'importe quoi la journée. Ça peut arriver de temps en temps, on a une flexibilité où on peut adapter et c'est super cool, mais dans la réalité des faits, on est quand même assez cadré et il faut une rigueur pour arriver à sortir du lit le matin, et comme il n'y a personne qui est là pour vérifier, on se l'impose à soi-même. Enfin, vous nous dites, on se leurre un peu, quoi, finalement. Non, il n'y a pas de ça un peu, Alexis. On se dit, je vais être super libre. Et puis en fait, quand on est vraiment dans la réalité de son travail d'indépendant, on s'aperçoit que, bon, effectivement, on n'est pas tenu à rentrer dans une entreprise avec la notion hiérarchique, mais globalement, on est quand même un peu tenu par des horaires, des clients, des commandes, des accélérations, du stress. Finalement, ce qu'on vit un peu dans le monde du travail. Moi, je dis souvent qu'on change de patron. Alors, on a potentiellement des patrons qu'on a choisis et qui sont parfois plus cool, qui sont nos clients. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'où l'importance de bien se préparer et de savoir pourquoi est-ce que je me lance en freelance. Qu'est-ce que je vais chercher de différent dans le freelancing? Est-ce que c'est de la liberté? Et dans ce cas-là, de la liberté géographique, la liberté d'action, la liberté de projet, de compétences. Mais je pense que c'est important de se poser ces questions-là avant de se lancer pour justement pouvoir modeler son activité en fonction des envies et des ambitions qu'on s'était fixées en amont. Parce que sinon, on se retrouve dans la spirale infernale, comme ce qu'on pouvait avoir dans le salariat, on s'y retrouve pas. Et puis il y a la précarité, effectivement, dont on parle malheureusement assez peu et qui est souvent éclipsée par la liberté. On va y venir. Des freelances. Parce que ça, c'est l'envers du décor. C'est le côté face de la pièce. Liberté, certes, mais en même temps, ça reste exigeant parce que tant salarié, on est sur un contrat de 35 heures, on a des RTT, on a des 13e mois dans certaines entreprises. Là, on se débrouille tout seul. Enfin, je veux dire, on ne gagne que ce que l'on va chercher avec ses dents. Oui, il y a ça quand même. C'est ça la réalité. C'est brut quand même. Complètement. Donc, c'est-à-dire pas de clients, pas d'argent, quoi. Mais c'est extrêmement gratifiant.
Moi, j'ai vraiment un souvenir de la première fois que j'ai vraiment facturé seul, chez moi, avec mon ordinateur, envoyé mes factures. Il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant parce qu'on ne dépend pas d'une entreprise, d'une marque, d'un manager. D'une hiérarchie. Exactement. Ouais. Là, on trace sa route. On se construit, pour le coup, sa propre carrière et son propre business. La première facture, on s'en souvient, c'est l'idée que ça y est, la facture vient authentifier le fait que vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez un numéro de SIRET et en avant la musique. Et je crois qu'il y a un truc aussi qui fait beaucoup de bien, c'est l'écosystème qui s'est construit pour les indépendants, qui n'était pas forcément le cas il y a 5, 6, 10 ans en tout cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et la série, c'est pas pour rien qu'on s'est entouré de Shine et de S3, mais il y en a tellement d'autres encore, des entreprises qui se sont engagées, qui font qu'il y a des banques, il y a des mutuelles pour les indépendants, et donc on peut quand même être protégé, avoir sa mutuelle, sa prévoyance, son compte pro, et des gens qui ne comprennent pas, des gens qui ne savent pas tellement ce qu'on fait, quel métier on fait. On va chez Shine, typiquement, ils savent bien quel métier on fait, ils comprennent bien, et ils ont des offres qui sont hyper adaptées. C'est vrai. Et il y a tout un écosystème qui n'existait pas avant, qui fait que c'est beaucoup plus facile d'être freelance en 2021. Votre rapport à la liberté, à votre temps de travail, parce que je leur dis, quand on est salarié dans une entreprise, je ne parle pas des CEO, des dirigeants qui, eux, font ce qu'ils veulent sur le temps de travail et les horaires, ils travaillent beaucoup en général, mais un salarié traditionnel, il est contraint par des horaires. C'est pas votre cas. Vous bossez le samedi, le dimanche, et la compta, c'est le dimanche après-midi, non? Alors, pas du tout. Pas du Désolée tout. de briser ce cliché. Moi, j'ai gardé le rythme que j'avais en tant que salarié. En tout cas, les horaires de travail, je travaille jamais les week-ends. Même quand une grosse commande... C'est déjà arrivé, mais en tout cas, je m'organise pour vraiment, du lundi au vendredi, avoir des horaires de travail plutôt classiques avec mes clients qui le comprennent très bien. Chez vous, excusez-moi, à votre domicile? Je travaille à mon domicile, dans des coworking. Je fais partie d'une structure qui accompagne des indépendants. On a des bureaux aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Et c'est aussi ça, ma vision de ma liberté, c'est de pouvoir finalement avoir le rythme que je choisis, mais qui n'est pas non plus extensible à l'infini. Donc, j'en suis ravie. Vous Jean-Philippe, vous vous déplacez forcément chez vos clients? Je me déplace, surtout pour les séminaires. Je fais de l'événementiel, donc ça m'arrive souvent de travailler le week-end aussi. Oui. Du samedi, le dimanche soir. Voilà, je travaille sur des événements sportifs aussi. Donc voilà, les horaires, c'est pas moi qui les choisis. Après, la liberté, pour moi, c'est des possibilités au pluriel. Je sais qu'il y a des moments où pendant 3 semaines je ne vais pas voir le jour parce que les clients me disent le séminaire c'est tel jour, ça c'est tel jour, la formation c'est tel jour et c'est pas moi qui choisis. Bien sûr. Puis après je sais que je vais avoir une semaine, 15 jours où ça va être plus calme et je vais pouvoir faire autre chose, la compta, mettre de l'ordre. Oui, je pensais que vous alliez me dire je pars à la montagne, voilà. Je vais courir un peu. Non, vous faites un peu de compta. Alors, du golf. Moi je fais du golf. Évidemment, okay. C'était une joke entre nous pendant la série, mais oui, moi ça m'arrive j'ai cette possibilité. Je prends le sac et j'y vais. De prendre le sac et de passer une après-midi sur un terrain de golf. Et je sais qu'après, ça va plus être possible pendant 3 semaines, mais je l'accepte. Mais c'est des possibilités pour moi. Vous ne reviendriez pas dans le monde du salariat. On vous fait une proposition, là, une radio, puisqu'on parle de radio, mais vous y retournez ou vous dites, moi, j'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé mon cadre de vie professionnel et personnel, donc. Alors, salariat, peut-être pas. En revanche, partir sur une aventure type start-up où on serait création. 2-3 associés, création, où là, je serais plutôt dans le lancement. Et cœur de la fusée, quoi. Ouais, au cœur de la fusée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais toujours avec cet esprit liberté et possibilité au pluriel. Parlons quand même de la protection sociale, parce que pour le coup, c'est un sujet qui a fait couler de l'encre. On a réformé le RSI, le régime des indépendants, on lui a donné un nouveau nom, un acronyme à peu près équivalent. Certains disent que c'est à peu près le même bazar, et que la couverture, que la protection sociale est moins bonne que lorsqu'on est salarié et qu'on bénéficie en général d'une mutuelle d'entreprise. Comment vous avez géré tout ça? Comment ça se gère? Indépendamment du fait que vous ayez envie de nous montrer à travers vos films, mais dans vos vies personnelles, comment vous gérez votre protection sociale, par exemple? Très concrètement, moi, je suis à la fois chez AXA et chez WeMind, et j'ai des interlocuteurs qui comprennent ce que je fais. Donc je paye tous les mois une mutuelle et une prévoyance. Et en fait, Une prévoyance, c'est pour la retraite, on est d'accord. Pour la retraite, c'est pour les accidents de la vie, c'est plein de trucs qui peuvent se passer. Mais en fait, c'est comme si j'ai plus de salaire, j'ai plus d'argent qui tombe tous les mois que si j'étais salarié, mais c'est moi qui le dépense pour le mettre dans ces dépenses-là de protection ou de matelas de sécurité que je mets de côté. Ça change tout quand même, que quand on est salarié, effectivement, l'entreprise prend en charge votre mutuelle, la prévoyance est gérée sur votre feuille de paye. D'un point de vue concret, le salarié se dit tout est géré, j'ai rien à faire. Là, il faut quand même s'y pencher. Dans votre livre, je sais pas, j'imagine que cette partie-là, vous donnez quelques conseils parce qu'il ne faut pas se tromper. Bien sûr. Et effectivement, surtout qu'on passe d'un système où tout est un petit peu invisible pour soi, et parce que c'est pris en charge par l'entreprise, etc. Et que là, c'est à nous de faire la démarche, d'aller se renseigner, d'aller comparer les mutuelles, d'aller comparer les prévoyances et de pouvoir s'équiper. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont spécialisés pour les indépendants et donc qui ont des offres qui sont vraiment
spécifiques pour les indépendants, pour leur niveau de vie, leur style de vie, etc. Juste un mot, Victoria, je ne sais pas si cette situation vous est arrivée, mais le débat des femmes enceintes quand elles sont indépendantes, je pensais aux intermittentes du spectacle qui est un autre sujet, mais chez les indépendantes, c'est un sujet sur lequel vous vous êtes penché, la durée du congé maternité, la prise en charge hospitalière, enfin tous les sujets qui font que quand on est salarié, on n'y pense pas trop, et quand on est indépendant, on y pense sérieusement. Alors c'est vrai que, étant la seule femme sur ce plateau, je vais répondre à cette question. Bah oui, c'est vrai que c'est une bonne question, évidemment, il faut se la poser. Moi, j'ai un statut un peu particulier qui est celui d'entrepreneur salarié en coopérative d'activité d'emploi, qui est une structure qui accompagne des indépendants en leur fournissant tous les avantages du salariat. Donc c'est-à-dire que c'est. Vous voyez qu'on y revient au débat. On y revient et c'est vrai que c'est un statut hybride qui permet d'avoir toute cette protection que finalement on a peur de quitter en devenant freelance. Eh bien aujourd'hui je l'ai. Donc si demain je dois partir en congé maternité, tout ça est assuré comme si j'étais salarié puisque légalement je le suis en étant dans une coopérative. Victoria, ça veut dire que vous payez une cotisation à cette SCOP qui vous assure un peu comme pour un salarié cette protection sociale. Qui m'assure, qui gère ma comptabilité, qui m'accueille dans un espace de coworking tous les mercredis. Donc tous les mois, vous détachez une partie de votre revenu, mon chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires. Un petit pourcentage de mon chiffre d'affaires part à cette coopérative en échange de tous les services qu'ils peuvent faire pour moi. C'est une possibilité en tant qu'indépendant, comme il en existe plein d'autres. Donc ça veut dire qu'il y aura une prise en charge confortable ou correcte dans l'hypothèse que vous soyez hospitalisé ou en congé maternité. C'est exactement ça et j'ai un contrat de travail, pareil pour aller voir les banques. Voilà, je suis salarié de la coopérative pour exercer de mon activité d'indépendante. Tiens, les banques, parce que vous soulevez le sujet, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'à la fois vous bénéficiez de la liberté de l'indépendance, mais en même temps une protection sociale qui est finalement assez confortable, en tout cas sécurisante. Le débat des banques, là en l'occurrence, il y a des générations différentes sur le plateau, mais vous avez poussé la porte d'une banque pour acheter votre appartement, comment ça se passe ? Enfin, la banque vous dit, écoutez, si vous n'avez pas 3 à 4 bilans, eh oui Samuel, je vous vois, là ça commence à moins rigoler là quand même. On rigole pas. Je souris parce que je suis en plein dedans. Donc, j'enchaîne les rendez-vous bancaires, effectivement. Mais on vous regarde avec des yeux comme ça. Et encore, je trouve que ça tend à évoluer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu plus... ça commence à rentrer aussi dans les cas qui arrivent et qui arrivent de plus en plus. Forcément, il y en a de plus en plus. Mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire preuve d'un peu plus de pédagogie. Il faut montrer un petit peu plus de choses, créer des dossiers un peu plus complets. Mais, des bilans, déjà, il faut quand même apporter vos bilans. Et encore, ça ne suffit pas forcément toujours. Parfois, aujourd'hui, j'ai la chance de très bien gagner ma vie par rapport à des salariés. Et pourtant, même sur des dossiers locatifs, par exemple, c'est pas toujours ça. Ça passe pas. Oui, parce que j'évoquais l'achat, qui est l'étape suprême, mais rien que la location. Le bailleur, ou enfin en tout cas le syndic qui vous fait faire la queue dans l'escalier, il cherche un fonctionnaire, mais il ne cherche pas un indépendant, on est d'accord ? Surtout pas. Surtout pas. Il ne cherche pas d'animateur radio non plus. Il ne cherche pas d'animateur. Comme ça, donc, ouais, c'est ça. Moi, j'ai une bonne expérience. Il faut trouver un bon courtier. C'est ça. Les courtiers sont là. Il faut passer par l'intermédiaire. Ouais. Alors, il faut choisir le courtier qui va se rémunérer avec la banque et pas avec vous. Ça, c'est un petit conseil. Mais effectivement, en fait, il faut. Et alors, le pire, c'est que ça change suivant les régions. On ne peut pas dire qu'il faut aller voir telle banque parce que peut-être que dans votre département, c'est pas cette banque-là du tout. Donc, il faut creuser. Ça demande un peu plus de boulot. Mais je suis d'accord qu'il y a encore des mentalités à changer. Ouais, Samuel, vous allez nous faire un documentaire là bientôt sur. Vous êtes en train de le tourner, me semble-t-il. Fini, on passe au montage. Vous êtes au montage, donc il va sortir très prochainement. Les salariés, il y a toutes les problématiques des salariés, leurs difficultés dont on parle beaucoup sur ce plateau. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent des indépendants qui se retrouvent, s'ils n'ont pas caution des parents derrière, comment on fait pour louer un appartement quand on est, je dis louer, même pas acheter, comment on fait ? Qu'est-ce que vous êtes obligé de donner aux... C'est le sujet qui pêche un peu à mon avis. C'est la faiblesse du modèle. Ouais, c'est la faiblesse du modèle, c'est ce qui manque. Mais vu l'écosystème comme il se construit, c'est certain que d'ici 1-2 ans, on a un acteur qui va se positionner, qui va aider, qui va se porter garant des indépendants. Là, on a des possibilités de prêt jusqu'à 10 000 ou 20 000 euros, je crois, plutôt prêt à consommation. Mais ça viendra sur du prêt IMO, c'est à peu près sûr. Ah oui, vous dites qu'il peut y avoir des acteurs qui n'existent pas encore, qui sont garants, en fait, qui viennent derrière, apporter une forme de labellisation, qui disent, moi, je soutiens cet indépendant, la banque ferme les yeux et fait le prêt. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre négo avec votre banquier, sans rentrer dans les détails, mais c'est difficile, non ? C'était déjà difficile en location, et donc, typiquement, l'enjeu, c'est de créer de la confiance. Et donc, moi, je me souviens encore de mon dossier de location. J'avais mis auteur d'un livre, que je faisais des conférences, que j'étais quelqu'un de sérieux, sur lequel il y avait les bilans financiers, mais il y avait aussi tout l'à côté de moi je vais travailler, je paierai en avance, etc. On reprend les mêmes codes aussi bancaires pour aller chercher potentiellement des prêts. Alors j'ai la chance d'être avec une amie qui elle est salariée. Donc ça peut jouer aussi dans la balance, mais c'est pas évident. Quelle chance, parce que si vous aviez été avec une indépendante,
Vous aviez quasiment aucune chance d'accéder à la propriété ou à la location. C'est beaucoup plus compliqué. Avant de nous quitter, on fait toujours des prospectives quand on est indépendant salarié, c'est un peu différent parce que finalement il y a un caractère un peu routinier. On se dit à moins de faire une énorme faute, si je suis en CDI, globalement je vais plutôt rester dans ma boîte. C'est quoi la prospective de l'année qui vient? On est quasiment en train de réfléchir à l'année 2022 pour tout le monde. Le carnet de commandes est rempli. Comment ça se passe pour vous là? La crise Covid, enfin tout ce dont on parle sur ce plateau, elle vous a traversé, elle vous a impacté. Vous êtes sur une bonne année 2022. Ça dit quoi chez vous, Samuel? Alors moi, sur ce que je fais, ça m'a fait beaucoup de bien la crise Covid parce que ça a rendu un sujet de niche, le futur au revoir, qui est devenu évidemment mainstream. Bah oui. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Le carnet est rempli. Enfin, de toute façon. Vous remerciez le Covid, vous en fait. Je remercie le Covid pour avoir rendu une réflexion que j'avais, qui était de niche, devenue grand public, quoi. Donc ça fait beaucoup de bien. Alexis, c'est important pour votre banquier, ça. Et l'année 2022 est bonne ou pas? Parce qu'il attend ça aussi, le banquier. Je joue là-dessus. J'ai l'avantage Tribu Indé, qui est aujourd'hui un écosystème, un des écosystèmes références de contenu pour les freelances. Il y a aussi de plus en plus la crise, en tout cas le Covid, a d'une certaine manière aussi accéléré certaines réflexions sur la quête de sens, etc. Donc de plus en plus d'indépendants demain, de plus en plus d'indépendants qui découvrent Tribu Indé. Donc in fine, de plus en plus une communauté de plus en plus grande. C'est votre podcast, Tribu Indé, faut le préciser. En temporalité, c'est quoi? Ça sort tous les combien votre Alors en principe, en fabrication, en opérationnel, c'est une fois par semaine, tous les mercredis. Tous les mercredis. À quelle heure? Parce que c'est important. C'est entre 8h et 8h30. 8h, 8h30, Tribu Indé. Donc c'est important d'avoir on sait que Tribu Indé m'envoie. Faut mettre son réveil. Voilà, faut mettre son réveil. Vous avez vu, c'est un indépendant qui met son réveil à 8h30. Donc c'est parce que j'ai des enfants, donc je mets même encore plus tôt. Mais... Vous avez une vie cool, Jean-Philippe. Réveil à 8h30, c'est pas mal. tard. C'est pas mal. Le carnet, ça dit quoi? Alors moi, j'ai la prospective de 2020. Et alors, merci le Covid, c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi j'ai pu basculer du jour au lendemain sur des choses en visio, parce qu'en plus j'avais cette expérience d'animation, donc ça m'a posé aucun problème. 2021 très bien, et 2022 j'ai déjà un premier trimestre qui se remplit bien. Je croise les doigts pour pas qu'il y ait trop de restrictions sur les séminaires en fait en physique. C'est ça ma seule crainte. Vous l'impact était là en indépendance, c'est-à-dire qu'on a fermé, on a arrêté les mais grandes réunions. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont basculé tous leurs événements en physique en événements en visio même avec des prods télé qu'elles ont, qui étaient lourdes, ont missionné. Et donc on a fait de très beaux événements en numérique. Victoria, vous, le rédactionnel, les startups, les entreprises, parce qu'on nous dit que la reprise est là, que les boîtes repartent. Oui, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à écrire, et mon activité étant 100% digitale, moi, ça continue pareil en 2022, tout comme ça a été en 2021. Donc 2022 sera une belle année, je pense. Une belle année. Combien d'articles vous écrivez par jour quand on est indépendant? C'est quoi le volume? C'est quoi la quantité de travail qu'on fournit? Parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas, il faut être plus de 35 heures, on est d'accord? Oui, un petit peu plus, mais c'est vrai que j'écris des articles, des posts LinkedIn, des cas clients, des e-books, des livres blancs, donc c'est hyper varié comme activité, comme contenu que je produis. Tous les jours, il y a des contenus qui sortent. Après, donner un chiffre, c'est au cas par cas en fonction des clients, mais il y a de la production. Et c'est le bouche à oreille, parce que dans vos métiers, il y a aussi l'idée de la légitimité qui passe d'un client à un autre qui dit écoute, elle est formidable, elle est freelance, tu peux t'appuyer sur. C'est comme ça que ça marche. Et ça marche pas mal comme ça. Vous ne pouvez pas faire des 4x3 dans Paris, on est d'accord? Pas encore, mais en tout cas, non, la prospection, la création de contenu, le bouche à oreille, c'est des excellents leviers. Et la série, on t'a vu dans la série un client. Et la série, parce qu'il peut y avoir des leviers aussi de clients. Elle a été contactée par un client qui l'a vu dans la série. Vu dans la série, comme quoi, donc c'est un levier de visibilité. Jean-Philippe, vous avez été contacté? Non, mais j'attends cette émission sur Bismart pour que mon téléphone chauffe. Ça va chauffer, ça va brûler. Merci. Ça va faire exploser le standard, comme on disait dans les années 80 de l'autre siècle. Merci Samuel Durand d'être venu. Producteur, consultant, Working Progress. Le film précédent, c'était un très beau film autour du monde sur les méthodes disruptives. Et là, vous vous penchez et vous allez rentrer au montage. Donc le film va sortir dans quelques semaines. Mars-avril. Mars-avril. Peut-être que vous viendrez nous le présenter sur le plateau. Avec plaisir. Si vous en êtes d'accord. À l'avant-première, vous serez invité. Vous êtes toujours le bienvenu, vous savez, Samuel, sur le plateau. Quand je passe à Paris, je passe ici forcément. C'est un plaisir, puisque vous êtes quand même un globe-trotter. Alexis Minchella, plus posé sur Paris, parce qu'il y a le podcast Les Indés, sur les indépendants, et ce livre, Freelance l'aventure, dont vous êtes le héros, Erol, livre dont vous avez parlé à votre banquier, qui vous donnait une légitimité supplémentaire. Et maintenant, le bootcamp pour aider les nouveaux indépendants qui vont se lancer. Un bootcamp, pas trop physique quand même, le bootcamp. Non, on reste intellectuel. Intellectuel, parce que les bootcamps, on a l'impression qu'on fait des pompes toute la journée.
confirmé. Et Jean-Philippe Magne, président de Keyvox. Keyvox, mais comme vous voulez, dites-le comme vous voulez. Keyvox, ça fait 2 fois que je dis Key. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, c'est joli aussi. C'est joli, il est très aimable avec moi. Chacun s'approprie. Victoria Debarge, rédactrice web B2B, start-up, articles, rédactionnels, tous ces sujets. Voilà, on a passé un bon moment ensemble, évidemment, pour parler des indépendants, en toute transparence aussi. Voilà, il ne faut pas vendre que du rêve, il y a aussi des efforts à faire, et de la compta aussi, parfois, pas le dimanche pour Victoria. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement dans l'industrie. L'industrie recrute, on l'entend beaucoup à travers les différents invités qui se succèdent ici. Et on accueille aujourd'hui Bruno Berthet. Bonjour Bruno, vous êtes président du groupe des industries métallurgiques. Comme son nom l'indique, c'est l'ensemble des entreprises qui à la fois recrutent, alors je dirais en période de rythme de croisière, c'est 100 000 recrutements par an. Sauf que là, aujourd'hui, vous vous retrouvez, en tout cas, vous êtes à la tête de cette organisation, à avoir des pénuries de recrutement. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas les collaborateurs que vous cherchez. Est-ce que c'est bien ça, l'état des lieux en Île-de-France, pour le moins ? Alors, c'est bien ça l'état des lieux en Île-de-France. Ça traduit bien entendu avant tout un ressenti qu'il faut objectiver un petit peu. Vous disiez que 100 000 en fait sur le périmètre national. En Île-de-France, on a un flux d'embauche dans le périmètre des industries métallurgiques qui est de l'ordre de 10 000 recrutements par an, c'est un ordre de grandeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de nos adhérents ressentent des vraies difficultés pour recruter sur un spectre très large de différents métiers. Alors, vous m'évoquiez tout à l'heure les centres de formation, les alternants, le gouvernement a mis le paquet. Rien qu'en Ile-de-France, c'est 4 000 par an qui sortent. Et on voit bien que par rapport aux 10 000 recrutements, le compte n'y est pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de jeunes qui sortent de formation pour répondre aux besoins. Alors, le compte n'y est pas, mais en fait, on ne compte pas tout à fait la même chose. 10 000, c'est 10 000 emplois. 4 000, c'est la formation par apprentissage. Il y a par ailleurs de la formation beaucoup plus académique, j'allais dire traditionnelle, même si ce n'est pas le bon terme. Et donc, on est malgré tout plutôt cohérent. Par contre, aujourd'hui, on est en phase plutôt de reprise économique, et c'est tant mieux. Et il y a une vraie tension sur l'emploi, encore augmentée par rapport à la situation qu'on connaissait avant le Covid. Alors, on va parler d'un débat sur les relocalisations des industries, parce que c'est le grand thème depuis presque 2 ans. Le président de la République l'a évoqué, à l'aune d'ailleurs de la crise Covid, puisqu'il évoquait de relocaliser nos industries pharmaceutiques. Mais parlons un mot quand même de cette semaine de l'industrie, c'était la semaine dernière. Là, c'est quand même une semaine intéressante, parce que là, on touche du doigt le rapport entre l'entreprise, l'industrie et l'éducation nationale. Allez voir les jeunes, allez leur parler des métiers, mobiliser les profs et leur dire, non mais je vous vois sourire, il y a des beaux métiers dans l'industrie. C'est quand même pas rien, parce qu'il y a parfois un fossé qui sépare l'éducation nationale avec certains métiers d'industrie. Je dis pas de bêtises. Alors, vous avez tout à fait raison. En tout cas, à nouveau, c'est bien le ressenti qu'on peut avoir. L'industrie, en fait, pâtit d'une mauvaise image, même si elle est en train de s'améliorer probablement petit à petit. Il y a eu des années pendant lesquelles la vision générale qui était projetée en France était de dire que on ne ferait plus que du tertiaire, que l'industrie, c'était pour les autres. Après avoir un peu déserté les mines et l'agriculture, on allait déserter pour l'industrie pour ne faire que du tertiaire. On en revient aujourd'hui parce que l'industrie, c'est vraiment la base de la production, c'est vraiment la base de la vie économique. Et donc, il y a un regain d'intérêt aussi bien parmi les politiques que dans la population. Notre souveraineté, autorisez-moi, c'est aussi une notion de souveraineté, l'industrie. Alors, il y a une notion de souveraineté. Je pense que beaucoup de personnes ont touché du doigt cette notion pendant la crise du Covid. C'est vrai que quand la globalisation semble sourire à tout le monde, que la mondialisation permet d'avoir des objets peu chers venant de l'autre bout du monde en flux tendu de manière systématique, la question ne se pose pas. Et puis, soudainement, quand il y a disruption, on se pose la question de ce dont on a besoin, de ce qu'on devrait produire nous-mêmes et qu'on ne produit plus. On en est où de cette idée ? Parce qu'on a tous bien compris le débat philosophique qui est de dire qu'il faut rapatrier nos industries, recréer de l'emploi en France et faire en sorte que les produits soient vendus en cycle court ou à des distances raisonnables. Tout le monde a bien compris. Ça marche ou pas dans les faits ? Est-ce que réellement on arrive, pour des raisons de coût du travail, de coût de production, est-ce qu'on arrive à les ramener, nos entreprises industrielles ?
Alors, je crois que dans beaucoup de cas, on aura du mal à ramener les entreprises. Oui. Par contre, il y a un vrai enjeu, c'est de limiter la poursuite de la délocalisation. C'est-à-dire qu'il y a un constat, aujourd'hui, il peut y avoir des tendances. Si déjà on conserve en France, si on consolide ce qui est resté en France en le gardant en France, c'est déjà un grand pas par rapport à la tendance d'avant. Ah oui, l'autre point, il faut sauver les meubles, vous nous dites, attention. C'est un peu plus que sauver les meubles quand même, parce que justement cette crise du Covid a comme intérêt d'avoir fait mettre le doigt sur la notion de souveraineté. Et donc l'autre sujet, c'est d'identifier sur le panel global des productions potentielles ce qu'on doit garder, ce qui est réellement souverain, ce qu'on a besoin d'avoir en France, ce qu'on est prêt à financer pour être rapatrié. Par exemple, dire que certains médicaments indispensables doivent être produits en France, même si on les produit plus cher pour différentes raisons, il y a une décision. Parce que ça fait partie de la souveraineté, la médecine, la santé, c'est notre souveraineté. Parce que ça fait partie effectivement d'objets de souveraineté. C'est une analyse que le ministère des Armées pratique depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui est souverain, qu'est-ce qui doit rester en France ? Il y a ce qu'on appelle la base industrielle technologique de défense. Oui. C'est quelque chose qui existe. Ce sont des notions qui étaient moins partagées avec la plupart des autres ministères. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où probablement on a laissé partir un peu trop de choses. Je vous repose la question. La semaine de l'industrie, c'est l'occasion de mobiliser les professeurs et les élèves. Absolument. J'ai quand même le sentiment que l'industrie a contourné le sujet, voyant qu'il y avait des difficultés de recrutement ou de mauvaise orientation. Ils ont créé leur propre centre pour former eux-mêmes en fait leurs salariés ou leurs futurs jeunes salariés. C'est quand même un constat d'échec. Ça veut dire aujourd'hui que l'éducation nationale ne vous amène pas, entre guillemets, les futurs salariés qualifiés. Enfin, ça marche pas. Alors, je pense qu'il faut pas le... Je suis trop dur, je suis trop sévère, là ? Oui, vous êtes un peu sévère. Je pense qu'il ne faut pas l'analyser comme une compétition, il faut plutôt l'analyser comme une complémentarité. Complémentarité entre les centres d'apprentissage et les lycées professionnels. Donc, les deux présentent des avantages, des inconvénients, selon les filières, selon les métiers dont on parle. En fait, cette semaine de l'industrie a plutôt pour vocation à donner de l'information, à montrer aux jeunes et à leurs professeurs et à leurs parents les avantages de l'industrie, les convaincre qu'aujourd'hui une usine n'est plus celle que l'on connaissait au temps de Zola. C'est vrai. Et que l'industrie 4.0, c'est ce qu'on appelle la 4.0. C'est l'industrie 4.0 qui en fait emploie des personnes très qualifiées, avec des rémunérations qui sont à la hauteur de leur qualification, donc souvent sensiblement meilleures que dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est une industrie dans laquelle beaucoup de métiers sont ouverts et peuvent être attractifs pour les jeunes. Donc vous dites aujourd'hui sur notre plateau, venez rejoindre nos industries, nos entreprises. D'abord, elles ont besoin de vous, parce que vous êtes venu aussi nous dire cela. Il y a du recrutement. En Ile-de-France, le bassin industriel est riche. C'est quoi la répartition ? C'est plutôt de l'industrie lourde, c'est plutôt de la médecine, c'est plutôt du pharmaceutique. C'est quoi la répartition avant de nous quitter ? Alors, j'aurais du mal à vous répondre directement, parce que moi, je connais surtout la partie métallurgie. La métallurgie, quoi. La métallurgie, il faut quand même avoir en tête que l'Île-de-France représente 8% du global de la France globalement. C'est-à-dire quand même ça pèse de manière très significative. L'Île-de-France est la région la plus industrialisée en France. On ne le dit pas assez. Préservons ça. Préservons l'industrie, parce que c'est le message que vous êtes venu passer. Merci. Tout à fait. Bruno Berthet, président du groupe des industries métallurgiques. Puis je précise, je ne l'avais pas dit en introduction, PDG au groupe RAFO, qui est une entreprise française équipementier pour l'aéronautique civile et de défense. Vous avez vu dans une vie antérieure des responsabilités au sein du ministère de la Défense. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi, évidemment, de partager ce moment avec vous. Je serai là demain pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny Denenbach, la réalisation. Merci à Samantha pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot Ruot. Portez-vous bien d'ici là, puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.